Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des établissements médico-sociaux. Je m'appelle Arnaud Chevalier et après avoir été directeur d'EHPAD pendant 8 ans, j'aide les établissements de santé à adopter les meilleures innovations pour simplifier et améliorer leur quotidien. J'ai créé ce podcast pour partager les belles expériences portées par des gens passionnés. Avant de commencer, si vous appréciez ce podcast, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode et encore mieux, mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast et le partager à vos collègues. Sur ce, bon épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui j'échange avec Agathe Vitour qui est avocate pour le cabinet Axence Avocat Conseil et ensemble on va parler des services autonomie, donc on va parler de la réforme et puis surtout de la difficulté qu'il peut y avoir pour les SIAD à trouver le bon SAD avec qui se marier, parce que c'est un peu ça l'idée, pour former un service autonomie. Merci de participer. J'ai plein de questions. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je te propose de te présenter. Oui, merci Arnaud. Eh bien, je suis avocate, associée au cabinet Axence Avocat Conseil. J'interviens en droit public, c'est-à-dire que j'accompagne les gestionnaires, d'établissements et services sociaux et médico-sociaux dans leurs relations avec l'administration. Donc, du point de vue financier avec la tarification, tout ce qui est faisabilité juridique, des projets, conclusion de ces POM et puis sur le volet des droits des usagers. Et je suis également, maître de conférences associée à l'université, d'Angers. Ok. À l'université, du coup, c'est quoi tes sujets auprès des étudiants? Alors, je fais, de la responsabilité administrative, un cours de droit de la protection sociale, on évoque bien évidemment, le volet médico-social et je fais également de la préparation, au concours de la fonction publique. Oui. Nickel. Vous adressez vos clients, c'est quel type d'établissement? Plutôt public, asso, privé? Le cabinet intervient, quasi exclusivement auprès d'une, clientèle non lucrative, donc principalement des associations et des fondations, mais également, des gestionnaires publics type, CCAS, établissements publics, autonomes. OK, et tu parlais du CPOM. À quel moment on sollicite un cabinet d'avocats dans la négociation de son CPOM? Est-ce que c'est pour préparer? Est-ce que c'est au moment de la négo? Ou est-ce que c'est pour, d'éventuels, contentieux? Alors, je vais pas te cacher que souvent, on appelle l'avocat quand, ça va pas trop. Donc souvent, le CPOM est bien entamé et les difficultés financières sont bien là. Mais de plus en plus, on encourage, nos clients à nous solliciter dès la rédaction du CPOM pour, définir ensemble, la stratégie sur son périmètre, pas se faire avoir sur, le contenu de certaines choses qui pourraient être, piégeuses. Même si aujourd'hui, on va pas se mentir, hein, la marge de négociation d'un CPOM, elle est quand même assez, limitée. Donc ça peut être aussi sur du suivi, une difficulté ponctuelle qui se présente, pendant le déroulé du CPOM. La question de la reprise des déficits forcément ou lorsqu'il y a des nouvelles dépenses qui arrivent type, revalorisation salariale, groupe 2 qui explose à cause, d'un intérim, régulier, donc c'est assez variable. Ça peut être avant, pendant, après, mais en tout cas le mieux c'est d'être plus tôt on est conseillé et mieux ça peut se passer. Ouais, je comprends. En sachant que c'est vrai, moi je me dis le CPOM finalement, j'ai pas vraiment l'impression qu'il y ait une phase de négociation. C'est un peu le truc qui voilà, c'est un peu une formalité qu'on va signer. Maintenant, c'est vrai que parfois, il pourrait y avoir une, grosse mise en difficulté si par exemple, s'il y a une coupe budgétaire quoi. Parce qu'après derrière, il va falloir l'assumer et souvent c'est pas possible parce que ça se traduit sur des postes, en gros sur l'effectif. On va pas baisser l'effectif parce que sinon on a un gros impact sur la qualité et on se retrouve un peu coincé et du coup, c'est négociable ou en tout cas on peut, forcer un peu le destin pour récupérer un peu quoi. Il y a plusieurs choses. Il y a la stratégie sur le périmètre parce qu'on voit qu'il y a des administrations, qui proposent d'intégrer dans un CPOM des établissements qui sont pas sous CPOM obligatoire et en fait, ne serait-ce que déjà cette réflexion-là de choisir quels sont mes établissements que je vais mettre dans le CPOM ou pas, c'est vraiment déjà important en termes de répercussions budgétaires puisqu'en fait, la signature du CPOM va entraîner la modification de la procédure budgétaire.
Et donc déjà, ça peut être le premier piège à éviter. Ensuite, c'est le diagnostic partagé qui est souvent, une étape, clé, alors qu'en réalité, c'est vraiment, une phase à ne pas négliger pour vraiment, mettre sur la table les points, de difficulté et aussi, ne pas hésiter à, apporter des projections financières. Donc c'est forcément plus simple quand on a un siège, un staff, plutôt, étoffé. Donc ça marche plutôt pour les gros gestionnaires, voilà. Parce qu'il y a des administrations qui de plus en plus ne nous parlent plus de CPOM mais de CPO. C'est-à-dire du contrat pluriannuel d'objectifs, mais on oublie de, discuter les moyens et l'ANAP avait réalisé une série de webinaires, l'année dernière avec, la mise en place de nouveaux outils pour le CPOM et en fait, en analysant leurs webinaires et leurs documents, on se rend compte qu'ils, vendent le CPOM comme un outil de transformation, de l'offre, et pas comme un outil de négociation, des moyens. Alors qu'à la à l'origine, première raison du CPOM, c'est un outil, financier. Tu un exemple d'établissement qui rentrerait pas dans le périmètre CPOM? Bah, en fait, aujourd'hui, le CVOM, il est obligatoire, sur le champ, EHPAD, sur le champ, du secteur du handicap pour les établissements financés par ARS ou double financement ARS-CD. Mais par exemple, les établissements et services sur le champ du handicap qui sont financés uniquement par le CD, aujourd'hui, c'est pas des établissements qui ont l'obligation de rentrer dans un CPOM. Par contre, très souvent, on les englobe, avec les autres établissements, sauf que en fait, si vous rentrez dans un CPOM, des établissements qui n'ont pas d'obligation à y être, derrière, pour eux, s'applique la réglementation CPOM obligatoire, ce qui peut être piégeux puisque derrière, ça veut dire passage sous EPRD, ERD et on perd le cycle annuel budgétaire qu'on a avec notamment le recyclage des résultats avec le compte administratif. Donc à l'heure où on fait beaucoup de déficits, ça peut être aussi une stratégie de sortir du CPOM, obligatoire les établissements qui n'ont encore pas d'obligation à y être. Sur le champ de l'aide sociale à l'enfance aussi, le CPOM, il est pas obligatoire, mais on se rend compte que beaucoup de départements commencent à proposer cet outil-là aux gestionnaires qui, souvent le premier CPOM, il est conclu, avec beaucoup de naïveté, de confiance, et de volonté d'être dans un partenariat avec, l'autorité de tarification. Mais en réalité, sur le champ de l'aide sociale à l'enfance, on voit qu'il y a des CPOM qui empruntent des clauses ou des règles propres aux CPOM obligatoires dans d'autres secteurs, alors qu'en réalité, il y a des obligations qui ont rien qui n'ont rien à faire dans un CPOM, ASO. Ouais, je comprends ce qui et c'est vrai qu'une association qui aurait un champ d'action beaucoup plus large, j'imagine que peut-être que des, activités hors CPOM qui pourraient être un peu excédentaires, en fait, tout l'intérêt, c'est de récupérer l'excédent pour compenser un éventuel déficit, des autres établissements. Bah oui, exactement et puis, il y a des garanties qu'on perd en passant sous ces pommes obligatoires. Je pense notamment à tout ce qui est opposabilité des revalorisations, salariales et des accords collectifs quand on est sous ces pommes obligatoires. Bah, si vous sortez, et que vous restez en procédure tarifaire annuelle, vous restez protégé par la loi sur l'opposabilité, des accords à l'ORE, qui sont opposables à l'autorité tarifaire. Ça, c'est super intéressant parce qu'il y a eu un texte qui est passé, je crois que c'est à la Cour de cassation, enfin bref, mais qui dit que justement sur l'opposabilité d'une revalorisation et notamment le Ségur de la santé ou autre, ça veut dire que si on est en CPOM, c'est pas opposable aux financeurs. Alors là, c'est un article, c'est le 314-6 du Code de l'action sociale et des familles qui nous dit qu'à partir du moment où on est en CPOM obligatoire, j'insiste hein, sur le obligatoire, ça ne vaut pas pour tous les CPOM, eh bien, il n'y a plus d'opposabilité à l'autorité de tarification des accords collectifs et agréés. Ça veut dire que si on reste sur l'EHPAD ou voilà, une asso qui gère des EHPAD, c'est 100 enfin, c'est CPOM obligatoire. Ça veut dire que toute cette discussion qu'il y a et cette difficulté qu'il y a en ce moment avec la revalorisation, notamment Ségur, avec la prise en compte des, avec, voilà, avec en fait les charges sociales qui sont pas prises en les cotisations patronales qui sont pas prises en compte, en fait, c'est cuit. Il y aura pas de prise en charge, obligatoire. Alors effectivement, pour le CPOM obligatoire, c'est alors c'est oui et en même temps cet article-là,
Aujourd'hui, il fait l'objet, d'une contestation dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité qu'on a portée, nous, devant, le juge de la tarification, qui est en cours d'analyse. C'est une disposition législative qui va à l'encontre de l'essence et de toute la réflexion, de la tarification, puisqu'en réalité, c'est une dépense qui fait enfin, une dépense, du groupe 2, hein, issue de revalorisation salariale. C'est des dépenses qui relèvent d'une gestion normale. Donc aujourd'hui, avoir un coup d'arrêt, parce qu'on est passé en CPOM obligatoire, heu, mmh, la raison, juridique ou intellectuelle, elle est quand même, discutable et c'est surtout qu'en pratique, ça mène à des situations complètement ubuesques. C'est-à-dire qu'en fonction du calendrier de signature du CEPOP, si vous avez un 6 mois d'avance de signature avec un autre de vos confrères et ben le fait d'avoir signé votre CEPOM fait que vous aurez pas d'opposabilité à l'autorité tarifaire pour vous faire financer des, revalorisations salariales. Par contre, votre voisin qui, lui, n'a pas encore signé son CEPOM, qui gère la même catégorie d'établissement avec le même public de professionnels et ben lui, comme il est encore en BPCA, il va pouvoir, faire valoir, devant le juge de la tarification, la prise en compte des revalorisations salariales. Ça nous est arrivé, l'année dernière, devant le juge du tarif à Lyon. On avait 2 dossiers. Premier dossier, CPOM obligatoire signé. Le juge nous a dit: «Circulez les RAMA, rien à voir, plus d'opposabilité sous CPOM». Et le dossier d'après, heu, sur le champ du handicap, même catégorie d'établissement, même panel de public accompagné et le CPOM était pas encore signé et bah, là, on a récupéré, 1 ou 2 millions d'euros de revalorisation salariale puisque, le fameux article L 314-6 n'est pas encore applicable vu qu'on n'avait pas signé le CPOM. De fou, parce qu'en gros, ça veut dire il faut surtout pas signer de CEPA. Alors, heu, nous on dit: «Prenez votre temps». Parce qu'en fait, à la différence enfin, il y a un peu de niveau de réflexion. Sur le champ des EHPAD, il y a une sanction financière avec une minoration de la dotation soins s'il y a pas de signature, du CPOM. Sur le champ du handicap, il y a pas de sanction. OK. Donc Ouais. et oui, tout l'enjeu, c'est, prenez votre temps et surtout réfléchissez bien à ce que vous mettez, dans votre CPOM. Parce que, sur une période récente, on a pu voir aussi dans des CPOM, des activités non médico-sociales intégrées au CPOM. Je pense notamment, aux associations, qui accompagnent sur le volet d'hébergement d'urgence, CHRS, l'accompagnement social qui peuvent avoir des ateliers chantiers, insertion où en fait maintenant, on a, les services de la préfecture qui vont mettre toutes les activités dans le CPOP alors qu'en réalité, les ACI, c'est pas du médico-social, hein, on est sur une réglementation de code du travail et c'est pas les mêmes logiques de financement. C'est une logique, de subvention, alors que sur le volet médico-social, on est sur une logique de tarification avec la variété tarifaire annuelle. Donc en fait, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a, en pratique, plein de choses qui sont faites avec le CBOM, heu, mais qui nécessitent de bien réfléchir avant de s'engager parce que ce 1er CBOM de confiance, il y en a quand même beaucoup de gestionnaires qui déchantent, dès les premières années, voire qui, choisissent de ne pas renouveler un CPOM, par exemple, non obligatoire. Mais c'est parfois une difficulté difficile à prendre parce qu'il y a pas que des enjeux, juridiques et financiers, il y a aussi des enjeux, politiques et de gouvernance. On a envie d'être en bons termes avec, les administrations parce que derrière, il y a des enjeux pour obtenir de nouvelles autorisations à l'issue d'appels à projets, pour voir ses subventions renouvelées. Enfin voilà, il y a pas qu'un enjeu juridique et c'est vrai que, on a tendance à enfin, souvent, ils sont la gouvernance peut être frileuse à refuser d'entrer en CPOM. Ce qui fait que des gestionnaires comprennent en CPOM en sachant pertinemment qu'au bout de la 2 ou troisième année, il y aura des déficits de Non, c'est vrai et puis je pense qu'il y a aussi un sujet autour du CEPOM qui est c'est pas récent, mais avec le retard qu'il y a pu avoir, ça on est quand même la plupart du temps sur le premier, voire là le deuxième qui pour un premier renouvellement, mais souvent c'est quand même fait un peu à l'arrache. Des 2 côtés, je pense, en se disant: «OK, on n'a pas trop le temps» et comme tu dis, le diagnostic partagé, il est fait rapidement, donc peut-être un peu bâclé. Puis on se dit: «De toute façon, on sait qu'il y a pas tant de moyens à aller chercher parce que c'est compliqué». Donc en gros, on fait un truc un peu, bon voilà quoi, pour le principe, pour avoir un peu comme avant notre convention qui est signée. Au moins on est, dans les clous et c'est vrai que parfois, il peut y avoir des conséquences qu'on n'imagine pas et je pense que même
autorités, en fait, ils l'ont c'est pas forcément volontaire, en fait. Je pense que c'est tu vois, ces questions-là un peu juridiques, je pense qu'en fait, on tombe un peu dessus parce qu'à un moment, on se pose la question, on se dit: «Ah bah oui, mais merde, en fait, il y a un truc qu'on n'avait pas anticipé, qu'on n'avait pas prévu» et puis, Oui et puis c'est surtout que, on perd la philosophie de départ. C'est-à-dire que, on vient financer un service, parce que, derrière il y a des besoins et donc avant on calait l'enveloppe en fonction des besoins. C'est-à-dire que les besoins étaient, formulés à partir, du terrain, de la gestionnaire. Alors que là, en fait, les moyens sont alloués en fonction de ce qu'on nous alloue, plus haut, au national. Ou, ce qu'on a décidé au niveau du conseil départemental d'allouer. Mais il y a une déconnexion avec le CPOM entre les produits, alloués et les besoins. Et donc ça, c'est vraiment un enjeu, mais c'est aussi, en termes de définition de l'accompagnement, aujourd'hui, de CPOM, c'est vraiment un outil qui tend à transformer l'offre. On a plein de CPOM dans lesquels les autorités, tarifaires attendent des gestionnaires qui s'engagent à transformer certaines places d'hébergement, en services, on a des clauses qui engagent le gestionnaire sur de la transformation. Alors parfois c'est souhaité et la finalité est partagée et parfois, c'est faire à marche, forcée. Et donc là, en fait, il y a une vraie interrogation sur les années à venir sur, quelle est la pertinence d'avoir un projet d'association, un projet d'établissement, si en réalité, le réel projet et la définition de l'offre se fait dans le CEPA. ouais, c'est vrai et en même temps, si on reprend aussi un peu les choses, dans l'ordre, le projet d'établissement, moins le projet associatif, mais le projet d'établissement, il est censé être, un peu une déclinaison aussi du CPOM. C'est un peu ça l'idée. Ah, après, ça peut se discuter. Est-ce que c'est le CPOM qui doit être une déclinaison du projet d'établissement ou est-ce que c'est le projet d'établissement qui est une déclinaison de lui? Moi, dans les 2 sens. Aujourd'hui, j'ai plutôt tendance à me dire qu'on tend à ce que le projet d'établissement, soit, effacé au projet du CPOM, en fait. Ouais, il peut oui, après, c'est comment on trouve aussi on va dire l'arrangement entre les 2 pour que ça marche bien parce que ça permet aussi d'avancer et d'aller dans on va dire le sens de l'histoire à un moment, de transformer les organisations et c'est vrai que j'imagine à l'échelle d'une grande association, il y a des sujets qui peuvent être super intéressants. Quand on revient à l'échelle d'un EHPAD, bon, en fait, ouais, qu'est-ce qu'on va vraiment transformer? Parce que de toute façon, tout ce qui est lié à la transformation, ce sera plutôt lié à de l'appel à projet. Puisque, on sait que le CPOM va pas réellement apporter de moyens parce que les moyens sont plutôt liés à la dotation globale, à des autorisations et à de l'appel à projet, quoi. Alors, oui et non. Enfin, sur les EHPAD, je partage, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si je prends l'exemple du champ du handicap, il y a beaucoup de choses qui se passent hors appel à projet et hors CPOM. Il y a énormément d'appels à manifestation d'intérêt qui pullulent, sur les sites internet, des ARS, voire des conseils départementaux pour, finalement, créer du service sans vraiment le dire. C'est-à-dire qu'on, distribue des enveloppes sans toucher aux autorisations, en se reposant sur les autorisations d'ores et déjà existantes. D'un point de vue juridique, c'est un peu discutable parce qu'en réalité, c'est ni plus ni moins de la création de services qui devrait passer par l'appel à projet. C'est surtout aussi une question de pérennité des financements parce qu'on voit beaucoup de choses maintenant financées par CNR, ce fameux mot CNR qui est utilisé à toutes les sauces, alors qu'en fait, il est même pas présent dans le code de l'action sociale et des familles. Moi, j'appelle ça les cacahuètes, c'est-à-dire que bon, on veut pas pérenniser un financement, donc à certaines années, on va octroyer des CNR, c'est-à-dire des cacahuètes qui vont venir en complément, en fait, d'un besoin qui est beaucoup plus, structuré. Mais c'est surtout c'est un c'est on n'a pas le droit au renouvellement du CNR. Ouais, bien sûr. Tu as des exemples? Parce que moi, je pense, tu vois, appel à projet, tout ça, mais après, je suis moins par exemple, je vois beaucoup d'appels à projets sur, les UMA. Ah oui, il y en a rap. Il y a des appels à projets sur, beaucoup de dispositifs qui portent, des noms, très divers et variés, qui reposent quasiment sur un texte, national d'ailleurs. Et donc, au niveau des initiatives locales, il peut y avoir, soit sur de la gestion de, listes d'attente, soit sur de la mise en synergie d'acteurs locaux, que ce soit entre,
les établissements scolaires, enfin, c'est assez variable. On a vraiment un panel aujourd'hui de dispositifs, très hétérogènes. Certains reposent sur des dispositifs réglementaires, d'autres pas du tout. Ce qui fait que, et c'est dommage d'ailleurs qu'il y ait pas de recensement au niveau national de toutes ces initiatives pour qu'on y voit un peu plus clair. Mais c'est vrai que, derrière ces AMI et ces distributions d'enveloppes, il y a plein de choses qui s'y cachent. Souvent du service médico-social qui devrait normalement passer par la voie de l'autorisation et par la voie de la dotation globale de fonctionnement, c'est-à-dire un financement pérenne, et on se rend compte que, un certain nombre de ces dispositifs, bah, non, font l'objet de CNR, alors dont la qualification que discutable, on pourrait presque les assimiler à de la subvention parfois, et ça insécurise les gestionnaires parce que quand on sait qu'on est financé pour 12 ou 18 mois, bah, on va pas forcément embaucher en CDI. Quand on ne sait pas si le financement va être renouvelé, bah, d'un point de vue du droit du travail, il faut quand même savoir si on va, renouveler, les contrats, et c'est pas toujours clair au niveau, financier d'avoir de la visibilité. Surtout que le calendrier budgétaire, il est pas souvent respecté. Là, on a des clients qui attendent encore leur arrêté tarifaire 2024. On est, le 31 juillet. Ah ouais. Non, c'est clair. Alors, hem, bon, le CPOM, c'est super intéressant. On pourrait faire complètement un sujet, un épisode là-dessus. Notre point de départ, c'était le service autonomie. Donc, ça rejoint les autorisations et tout ça, hein, voire, aussi les CPOM. Hem, le service autonomie, est-ce que tu peux nous faire un petit point rapide sur ce que c'est et d'un point de vue réglementaire, d'où ça vient, où on en est? Oui, alors donc le service autonomie à domicile, le SAD, il a été, introduit dans la réglementation par la loi de finances, de la sécurité sociale pour 2022, et il vient redéfinir les catégories de services, à caractère social et médico-social. Aujourd'hui, on avait 3 catégories, le service d'aide et d'accompagnement à domicile, le SAD avec 2 A, le service de soins infirmiers à domicile, le SIAD, et le SPASAD, le service polyvalent d'aide et de soins, à domicile, et donc demain, il n'y aura plus qu'une seule catégorie juridique, le service autonomie à domicile, qui se déclinera en 2 sous-catégories. Le SAD dit mixte, donc qui fera de l'aide, de l'accompagnement et du soin, et le SAD non mixte qui fera que de l'aide et de l'accompagnement, ce qui, correspond à nos actuels SAD avec, 2 A. Donc ça implique, pour, tous les gestionnaires de SIAD de, s'adosser à une activité d'aide et d'accompagnement avec une, conséquence qui est très radicale, c'est, la caducité de leur autorisation. Est-ce que ça, est-ce que techniquement c'est légal? Est-ce qu'on peut dire du jour au lendemain, alors on sait qu'il y a la règle, que ça a été en 2022, je pense que c'est obligatoire en 2025, mais que peut-être, est-ce qu'il y a un petit délai? Et est-ce qu'on a le droit de dire, est-ce qu'il y a un texte qui dit en fait maintenant, bah OK, vous êtes pas adossé au SAD, c'est fini? Ah oui, c'est marqué très clairement, dans la loi, donc c'est possible puisque, c'est, le rôle du parlement, du législateur de définir les catégories, de SMS. Donc voilà, demain, on a un parlement qui a envie de supprimer, les CHRS, les, CADA ou même les EHPAD, heu, c'est, heu, c'est le droit, du parlement. D'ailleurs, sur ce champ-là, on pourrait un jour avoir des discussions puisque, sur certains secteurs, on voit qu'il y a des tentatives, des tentations de sortir du champ médico-social certaines activités pour les faire financer par la subvention, puisque par derrière, on sait que, bah, il y a moins d'engagement des autorités administratives sur la pérennité du fonctionnement et du financement. Est-ce qu'on peut dire, on peut s'arrêter, mais à partir du moment où on a une autorisation pour 15 ans, est-ce qu'on peut mettre fin en cours de route? Alors, il y a 2 choses. Il y a l'autorisation, c'est le droit de gérer un établissement ou un service, et puis il y a l'habilitation, c'est le droit d'être financé. Donc ça, c'est 2 choses. En cours d'autorisation, si la catégorie juridique d'établissement, concerné disparaît, bah oui, forcément. Si la loi décide que les SIA de 31 décembre 2025 doivent disparaître, bah oui, effectivement, on peut mettre fin à l'autorisation. Après, il y a remettre en cause une autorisation sans remettre en cause la catégorie juridique d'établissement, mais là, c'est un autre C'est question.
c'est encore autre chose, hein, mais c'est pour ça que je me dis, en fait, est-ce qu'on a le droit? C'est parce que c'est un peu une forme de retour en arrière, tu vois? Je me dis, ce que je comprendrais, tu vois, c'est qu'on se dit: «OK», tu vois, on veut supprimer l'EHPAD, on se dit: «OK, ben, l'EHPAD n'existe plus maintenant». Peut-être qu'il faut attendre quand même la fin de l'autorisation et se dire: «On renouvelle plus les autorisations, il y en aura plus». On a le droit de couper, en cours de route. De dire: «OK, à partir de telle date, ça n'existe plus, c'est fini» et si c'est fini, bah, OK, plus de financement. C'est logique, en fait. Ouais, après l'exemple de l'EHPAD, il est quand même très, radical, mais dans l'esprit, Oui. c'est ce qui arrive aux SSIAD actuellement. C'est-à-dire que, la loi leur a mis une épée de Damoclès, sur la tête et leur a dit: «Bah, au 31 décembre 2025, si vous n'avez pas déposé votre dossier, votre autorisation, elle sera caduque». Du coup, est-ce qu'on sait ce que ça veut dire concrètement? Parce que si je suis un SIAD, que du coup je trouve pas de SAD et voilà, en fait, bon, on sait que le SIAD va pas disparaître en tant que tel, mais en gros, on se dit: «Le gestionnaire perd son autorisation». La logique, c'est, ben, on réattribue l'autorisation à quelqu'un qui est dans les clous et qui va pouvoir poursuivre le 1er janvier l'activité. Alors, c'est très radical. Ça veut dire que la caducité, si je dépose pas mon dossier, c'est au 1er janvier 2026, je n'ai pas le droit de continuer à réaliser l'activité, même si j'ai envie de m'autofinancer. Donc ça, c'est vraiment radical. C'est, heu, c'est une infraction pénale de maintenir une activité qui n'est plus autorisée, donc elle ne sera plus financée non plus. Après l'autorité administrative, donc là, en l'occurrence, qui sera l'ARS, elle a libre choix soit, heu, confier l'autorisation à un autre gestionnaire, soit laisser, le service, devenir caduc sans reventiler les places. Alors en réalité, les ARS ont indiqué qu'elles lutteraient contre les zones, blanches, donc on a tout à penser que si un gestionnaire, perd, ses places, sur un secteur géographique où il y a pas d'autres SIAD, bien évidemment les ARS laisseront pas, des territoires, non desservis par un SIAD. Mais c'est une faculté aujourd'hui qui est donnée à l'administration, c'est pas une obligation. Ouais, mais parce que si on regarde ce qui se passe sur le terrain, ça veut dire qu'en gros, le 1er janvier, les gens peuvent se retrouver, ben, soit il y a personne qui passe, soit et puis même, qu'est-ce qu'on fait des contrats de travail? Ah bah, ça, c'est un grand jeu puisque, du coup, vous vous retrouvez au 1er janvier 2026 sans autorisation, sans financement, avec une équipe sur les bras. Donc effectivement, les frais de licenciement, sont à votre charge, et donc en plus, on a aujourd'hui au niveau de la réglementation des zones d'ombre sur la capacité, par, les autorités tarifaires à prendre en charge ces coûts de fermeture. Il y a une récente une décision du Conseil d'État qu'on a portée avec le cabinet de mars 2025 qui ouvre une petite, brèche sur la possibilité pour l'autorité tarifaire de prendre en charge les coûts de fermeture. Mais là, on est renvoyé devant la cour administrative d'appel de Versailles, donc on va voir ce que ça donnera. Et surtout côté gestionnaire public, là où c'est «catastrophique» entre guillemets, c'est que lorsque vous avez des agents, titulaires et bien, il faut, les replacer. Sauf que côté SIAD, c'est pas des postes administratifs, on peut entre guillemets «facilement recycler», bah, dans les services, communaux. Là, c'est des agents sur le bras et qui vont devoir être, si impossibilité de remplacement, ils vont être affectés au centre de gestion ou au CNFPT et c'est la collectivité employeur qui continue de la rémunérer et donc là, sur certains SIAD, on a des coûts à plusieurs millions d'euros. Ouais, c'est clair. Alors, on voit alors si on revient sur le principe de la réforme, moi je trouve qu'en vrai, c'est super malin. Parce que fusionner le SAD, le SIAD, j'ai enregistré un podcast hier qui portait sur les CRT et où c'est, Olivier Lefebvre qui a bossé là-dessus depuis 2022 dans son EHPAD, où lui faisait l'EHPAD plateforme et tout ça, où il intègre aussi l'HAD. Où là, du coup, on rejoint le sanitaire. Mais déjà, le SAD, le SIAD, avoir un coordo qui supervise, qui voit les problèmes chez les gens et qui va pouvoir, adapter, moduler l'accompagnement en mettant peut-être un peu plus de SAD, un peu plus de SIAD, faire en sorte que le SAD, le SIAD se parlent, c'est super intelligent. C'est même abusé qu'on se soit pas comme ça depuis le début, en fait. Ah, le dans l'esprit de départ, il y a vraiment, une coordination qui est saine et qui correspond, aux besoins, des publics, âgés et en situation de handicap, ça c'est sûr. Maintenant quand on voit
comment fonctionnent actuellement, les services à domicile, les difficultés de recrutement, les turnovers, les conditions de travail. Moi, j'ai tendance à analyser le cahier des charges comme, un conte. C'est Alice au pays des merveilles et on va réfléchir à la QVT, on va faire des temps de formation, on va être, on va être très exigeant sur, les, prestations. On va même aller au-delà des prestations classiques, hein, parce que s'ajoute aussi tout ce qui est dotation de qualité des conseils départementaux, sur, l'accompagnement des aidants, sur, la desserte territoriale. Enfin, on a vraiment beaucoup d'objectifs, de fixer. Maintenant, j'ai quand même des interrogations et des réserves sur cette mise en œuvre, pratique parce que, on a des services qui ont quand même beaucoup de difficultés au quotidien, ne serait-ce que pour assurer, et boucler leurs tournées. Ouais, carrément. Bah, il y a des enquêtes, FNADEPA qui montrent qu'aujourd'hui alors ça c'est des chiffres qui ont peut-être, 1 an, mais en gros, il manque 30 de l'effectif et en SAD, s'il manque 30 de l'effectif, bah, c'est quasi 30 de la tournée en moins. Autant l'EHPAD est capable de compenser un petit peu parce qu'on est sur place, le domicile, ça marche pas comme ça. Donc ouais, gros sujet déjà. Oui et puis, avec, des professionnels, qui, sont, heu, pas toujours, mobilisables sur un territoire élargi, hein. Sur certains, services à domicile, il y a des tournées qui sont, envisagées, uniquement en transport en commun parce qu'on est, sur un public qui a pas forcément de permis de conduire, enfin voilà, il y a quand même aussi, ces enjeux humains, à prendre en compte. Donc là, on vient quand même, alourdir, les obligations et les missions des services, tout en leur demandant de recomposer leur territoire, voire leur mode de gouvernance, sans forcément avec des moyens, forcément, satisfaisants en face. Ouais. Alors après, on peut comprendre le fait de tracer, assez radical en fait, rapide et puis de trancher le truc en disant: «Voilà, c'est comme ça, c'est obligatoire». Parce que sinon, on peut imaginer que si on commence à proposer: «Vous pouvez le faire, machin et tout», ça va pas avancer parce que, moins de pression et puis voilà. Maintenant, moi, ce que je trouve, et ce que je trouve à la fois intéressant, mais à la fois aussi un peu violent et presque un peu dur, je dirais même un peu pervers en fait, c'est que en fait, ça oblige et là, c'est un problème 100 humain, mais ça oblige à aller se regrouper, dans des contextes qui peuvent être parfois un peu difficiles. Là, moi, ce que j'ai pu observer, c'est que du coup, un SAD, une autorisation de SAD qui, voilà, on sait que les SAD, c'est pas assez financé. En gros, on sait que quasiment on travaille à perte. Donc techniquement, c'est une autorisation qui vaut pas grand-chose. Et là, en gros, presque ça a pris, en fait, voilà, avec l'offre et la demande et tout ça, ça a pris il y a une forme d'inflation énorme où en fait maintenant si on veut créer un SIAD, d'ailleurs on peut plus, donc ça veut dire qu'il faut le racheter. En fait, c'est quasi impossible parce que ça vaut de l'or parce qu'on sait que les SIAD, c'est une question de vie ou de mort. Ils ont besoin le gestionnaire a besoin d'un SAD, donc en gros, il y a une forme de montée des enchères, il y a une question d'enjeu de de pouvoir, d'enjeux politiques, d'enjeux, de plein d'enjeux qui fait qu'on se retrouve dans une situation qui est assez, qui est vraiment bizarre, quoi. Bah, c'est le pot de terre contre, le pot de fer. Là, aujourd'hui, les SIAL, ils ont vraiment une épée de Damoclès, au-dessus de leur tête et il y a une espèce de bal de célibataires qui s'organise et nous, ce qu'on dit aux SIAD, c'est: «Ne soyez pas, le dernier, sur la piste, quoi. Trouvez votre fiancé le plus rapidement possible, sinon derrière, vous n'aurez pas possibilité de vous transformer en SAD mixte». Mais ça soulève énormément d'enjeux de gouvernance parce qu'il ne s'agit pas de se précipiter vers le premier venu, parce qu'on sait très bien que, si le partenariat conventionnel ne fonctionne pas, il faudra retrouver un partenaire, d'ici, quelques années. C'est aussi être au clair sur comment on fait un SAD mixte, parce qu'en réalité, heu, c'est pas, si simple que ça, brasser du public ou du privé ou de, se faire, côtoyer 2 gouvernances qui ont l'habitude de prendre leurs décisions, seules depuis, X années. Donc il y a vraiment plusieurs niveaux de réflexion dans cette réforme. Il y a le niveau territorial, il y a le niveau juridique, comment on va travailler ensemble et surtout le niveau gouvernance. Et le volet financier aussi puisque, quand vous avez un SIAD qui financièrement se porte bien,
qui doit se raccrocher d'un SAD qui financièrement est déficitaire, bah, très concrètement, la manière dont vous allez vous rapprocher et gérer demain ensemble un SAD mixte, bah, ça implique un partage des responsabilités financières aussi, ce qui déplaît à certains SIAD. Donc, Carrément. c'est très compliqué et c'est surtout, il faut, dès le début, planter le décor et pas se cacher les choses. C'est-à-dire que dès le début, il faut se dévoiler financièrement, se dévoiler sur les attentes, ce qui serait envisageable, pas envisageable. Puisque nous, là, on voit, il y a des projets qui tombent à l'eau alors qu'on avait bien avancé, parce qu'au dernier moment, il y a, une raideur d'une gouvernance qui finalement ne veut pas partager, la gouvernance commune du SAD, des gestionnaires de SIAD qui étaient OK pour une gouvernance partagée, mais qui veulent surtout pas transférer l'autorisation. Et puis il y a un jeu de pouvoir, c'est-à-dire que, bah, il y a certains SAD qui savent très bien que, ils sont en position de force pour dire: «Bah, non, soit c'est un transfert d'autorisation, soit c'est rien du tout». Donc voilà, il y a vraiment un enjeu de pouvoir, le tout à quelques mois des municipales. Donc les SIAD, publics, voilà, la gouvernance n'est pas hyper contente de devoir se préoccuper de ces questions-là à quelques mois des municipales. Hem, voilà, il y a une tension au niveau de la gouvernance sur les gestionnaires publics qui est assez palpable. Ouais. J'imagine que est-ce que tu as vu des SAD-SIAD, par exemple, un public et un associatif pouvoir se regrouper? Parce que d'un point de vue tout simplement des statuts, je me dis: «C'est» alors si, à moins d'avoir une forme de fusion et que finalement le CCAS récupère, l'autorisation de l'asso et puis tout le monde devient, contractuel, titulaire, en fait, en faut avoir et tout ça, mais on peut pas avoir, une équipe avec, bah, des statuts publics, privés. Je sais même pas si c'est possible, juridiquement, mais même d'un point de vue pratique, c'est n'importe quoi. Juridiquement, c'est possible, c'est-à-dire, soit il y en a un qui récupère l'autorisation de l'autre, donc du public vers le privé ou du privé vers le public. En réalité, souvent, c'est quand même le SAD, hein, qui récupère parce qu'enjeu de pouvoir, enjeu de taille, et cetera. Mais ça pose des difficultés RH qui n'ont pas du tout été anticipées et c'est un texte qui a été pensé, du point de vue de certaines problématiques, mais qui a pas englobé tous les enjeux RH. Par exemple, si un SAD ou un SIAD public veut transférer son autorisation, à un gestionnaire associatif, et ben, je peux pas transférer mes titulaires. Je peux transférer mes contractuels, mais je peux pas transférer mes titulaires. Ce qui fait que celui qui lâche l'autorisation, bah, conserve ses titulaires qui vont lui coûter extrêmement cher. On voit aussi qu'au niveau des mécanismes, qui auraient pu être, à travailler, comme la mise à disposition, on voit aujourd'hui la mise à disposition, elle est pas possible, auprès de tous les gestionnaires. Et donc en fait, on voit que c'est une réforme qui a pas été pensée jusqu'au bout, puisque nous, d'un point de vue technique, pratique sur le terrain, il y a des projets qui ne peuvent pas voir le jour parce que tous les textes n'ont pas été, pensés au global. Alors sur le groupement de coopération sociale et médico-social, ça a été un peu plus travaillé, mais un petit peu au dernier moment puisque, il y a eu un ajout dans la loi du 8 avril 2024 qui permet de la mise à disposition de plein droit, des contractuels et titulaires quand on crée un GCSMS. Et donc souvent, quand on fait travailler du public et du privé, c'est l'outil qu'on propose puisque ça permet d'avoir une gouvernance commune et ça permet de sécuriser le volet RH, pour les gestionnaires publics. Mais ça ne veut pas dire que tous les, enjeux de la réforme sont soldés avec le GCSMS parce que marier du public et du privé, c'est, réfléchir sur le territoire d'intervention. Sauf qu'aujourd'hui, un gestionnaire public, normalement, il intervient sur son territoire. Il n'intervient pas, à échelle d'un département. Un CCAS, il a pas vocation à intervenir à échelle d'un département et en réalité, sur le médico-social, il y a le fruit d'une histoire où historiquement, il y a des autorisations qui ont été délivrées à des gestionnaires publics sur des territoires, supracommunaux. Ouais, bien Donc sûr. c'est vraiment tous ces enjeux à brasser, c'est RH, financier, gouvernance territoriale. Ouais, moi, je vois la gouvernance comme le nœud du problème, mais c'est vrai que le RH, il est pas mal aussi. Tu as mentionné le GCSMS, alors j'avais cru comprendre que parce que moi, pour moi, tu vois, c'était le truc un peu facile finalement. Pour pas se marier, on va faire une petite entité annexe, tu vois, une forme de PACS
dans lequel on fait le GCSMS et le service autonomie, bah, c'est le GCSMS dans lequel on a mis du SAD, du SIAD. Alors, je ne sais pas comment ça marche. Est-ce que quand il y a GCSMS, il y a pas de transfert d'autorisation? C'est une forme de c'est même un nouveau finesse, non? Alors, en fait, ça peut fonctionner en 2 temps. Il y a le fameux temps des fiançailles qui est le partenariat conventionnel, où là, on va faire du CAD mixte, mais on apprend à se connaître, mais on on n'a pas encore un gestionnaire unique. Où là, dans cette phase de transition, le GCSMS, ça peut être le support du CAD mixte, mais chacun conserve son autorisation. Mais à l'issue du partenariat conventionnel, il faut un gestionnaire unique, une personne morale gestionnaire unique. Et donc là, on n'a plus le choix, puisqu'il faudra que ce soit le GCSMS qui soit porteur de l'autorisation, puisqu'on n'a plus de SIAD. Donc là, à l'issue, du délai, de partenariat conventionnel, il n'y a plus le choix. Il faut que ce soit le GCSMS qui soit titulaire de l'autorisation. Donc c'est un peu plus qu'un PACS, puisque si c'est le GCSMS qui est titulaire de l'autorisation, bah, vous, en tant que membre, que vous soyez, CCS, association, bah, vous n'en êtes plus titulaire, donc vous n'avez plus de droit là-dessus et c'est une gouvernance commune et donc là, ça veut dire que l'ensemble des décisions pour le service, se prennent, à plusieurs, à 2, à 3, à 4, en fonction, de la taille du groupement, et ça pose aussi des questions de responsabilité financière puisqu'en fonction de, bah, votre degré de participation, et de votre droit de vote au sein du GCSMS, derrière, vous aurez des engagements financiers. Oui, il reste toujours cette responsabilité, mais ça veut dire que quand même le GCSMS peut être porteur et je trouve que ça simplifie un peu, tu vois? Parce que finalement, c'est pas parce qu'en fait, ce qui est marrant, c'est que le blocage, mais on l'a toujours connu même, au niveau des EHPAD et tout ça, il y a toujours une frilosité extrême sur la notion de fusion. Le principe de: «Je me fais bouffer». Tu vois? C'est, qui bouffe qui et tout ça et ça, c'est on sent qu'il y a vraiment un gros blocage là-dessus. Moi, je trouve que le GCSMS, c'est intéressant parce que c'est un peu la troisième fois dans lequel, bah, en fait, on va créer une nouvelle entité. Tu vois, comme ça, il y a moins ce sentiment et c'est assez bizarre, hein, de perte d'identité et de perte, en fait. Ah oui, là, ça peut être un outil vraiment, intéressant puisqu'une fois que moi souvent je l'appelle le véhicule juridique, une fois qu'il est créé, rien n'empêche de le développer ultérieurement sur d'autres projets. C'est-à-dire qu'il a pas forcément, Mmh. vocation qu'à gérer un SAD et c'est vrai que sur certains territoires, il y a déjà des projets, de faire, intégrer des autorisations, d'EHPAD, enfin voilà, de le voir à long terme sur un outil, au service, des personnes, âgées et pas se limiter qu'au SAD. Après, c'est quand même un outil qui peut être, compliqué à gérer si les règles, au départ, sont pas bien comprises. Parce que si on réfléchit, par exemple, au niveau des SAD, qui souvent ont une autorisation, départementale, bah, le SAD mixte va peut-être englober qu'une partie du territoire et donc ça veut dire que quand un SAD se rapproche d'un petit SIAD, il va, avoir une autorisation au niveau du GCSMS pour faire du SAD mixte mais il peut très bien continuer à gérer du SAD tout seul sur une autre partie de son territoire. Sauf que qui dit GCSMS dit une autorisation spécifique à échelle du GCSMS, un budget spécifique et la ventilation des professionnels dans le GCSMS. Et donc, du coup, certains gros SAD sont pas forcément très fans du GCSMS parce que ça va vraiment chambouler chez eux leur gouvernance, puisque d'un côté, ils auront une gouvernance solo sur le périmètre du SAD mixte, une gouvernance partagée. Au niveau des budgets, ils en ont plusieurs et au niveau RH, il y a une partie de leurs professionnels qui vont être employés par le GCSMS et une partie qui restera, employée directement par l'asso, par exemple. Donc pour côté SAD, ça peut être vu comme une usine à gaz. Pour d'autres, c'est une chance pour développer l'activité, notamment, récupérer un SIAD, sur une partie du territoire. Donc ça peut très bien fonctionner quand il y a une vraie volonté et des projets communs. Ça peut être aussi vu comme, trop compliqué et il y a plusieurs stades qui se démobilisent actuellement quand ils comprennent tous les enjeux, du CCCMS. Ouais, ça complique encore plus, OK. Et ça Dans pose tous les cas, aussi c'est un des peu une usine à gaz, hein. Ça peut être une usine à gaz. En fait, ce qui est dommage, c'est que cette réforme, elle est sortie très vite,
avec, des règles, extrêmement strictes, hein, le risque de perte de l'autorisation, mais ils n'ont pas du tout, décliné tous les enjeux techniques et ça se voit très bien avec les foires aux questions, les FAQ là qui sont, diffusées sur le site du ministère. Là, la toute dernière, nous, on a un peu rigolé quand on l'a vue sortir. On se dit: «Mais enfin, quoi! Enfin, ils abordent des questions qui, en fait, auraient dû être, anticipées, dès le début». Les premières FAQ étaient très pauvres, et là, on sent qu'ils mettent le doigt sur des enjeux, techniques un peu plus, graves. Mais aujourd'hui, on n'a pas toutes nos réponses. C'est-à-dire que, un CCS qui gère un SIAD, c'est censé être du service public. Quand je me rapproche d'une association, dans le cadre d'un GCSMS, quelle est la nature de l'activité réalisée? Au niveau du périmètre territorial, on a vraiment des pratiques très hétérogènes. Alors du coup, on est obligé de tempérer entre l'interprétation du code de l'action sociale et des familles et le code général des collectivités territoriales. Enfin, il y a vraiment aujourd'hui beaucoup de questions juridiques pour lesquelles on n'a pas de réponse et cette réforme, elle est à l'image de beaucoup d'autres réformes sur le champ médico-social ou autre, c'est qu'on a voulu bien faire sur un pan, mais on a oublié les autres déclinaisons de la réforme et les conséquences que ça entraîne. Ouais, je comprends. OK, alors après c'est vrai que dans certains cas, ça se passe bien. Moi, je vois des assos qui ont le SAD, le SIAD sur le même territoire, donc dans ce cas-là, c'est très facile. Oui, c'est la situation. Ils ont déjà ils travaillent déjà ensemble parce que c'est la même, plus ou moins la même entité. Ce qui amène quand même la difficulté du SIAD qui a son territoire restreint et c'est vrai que parfois, ils peuvent avoir un SIAD d'un côté, un SAD de l'autre et à un moment, on se dit: «Bah, ouais, mais du coup, ils sont pas sur le même territoire». C'est bon, se débrouiller à faire venir le SAD, sur le territoire et ça va le faire. Mais c'est vrai que c'est ouais, c'est un peu bizarre quand même et compliqué, quoi. Oui, puis sur le territoire, il y a des enjeux, de développement, hein. C'est-à-dire que ça va pas forcément de soi, que de faire coïncider le territoire SIAD et le territoire, SAD, on va dire sur le périmètre le plus élargi. Ça peut être aussi de se dire: «Je suis plus développé sur telle zone du territoire en SAD et en SIAD, donc je vais peut-être, choisir d'avoir plusieurs autorisations». Mmh. C'est pas, enfin, c'est pas si simple et la réponse, elle est vraiment, dépendante, de chaque territoire. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il y a parce que là, 31/12/2025, c'est demain. Est-ce qu'il y a des options pour, gagner du temps? Si on est un petit SIAD dans un coin et que les SAD, ils ont déjà trouvé quelqu'un ou ils veulent pas ou bref, est-ce qu'il y a Oui, alors il y a pas de solution, miracle, hein. La loi, on la détourne pas malheureusement, mais il y a quelques petits «tips» entre guillemets. Il y a une solution, il y a une porte ouverte, prévue par la loi qui est, si vous déposez votre dossier, de demande de constitution de SAD mixte et qu'il est rejeté, c'est pas une caducité automatique qui vous attend, vous avez un délai de 2 ans pour, redéposer un dossier. Donc et je sais que certaines fédérations ont véhiculé cette solution. Ça n'a clairement pas ma préférence, mais quand on est vraiment au pied au mur, vaut mieux déposer un dossier en n'y croyant pas une seconde plutôt que de rien déposer et d'être caduc au 1er janvier 2026. tu vois, si je dépose un dossier, mais qu'en même temps, j'ai pas de SAD avec moi. En fait, mon dossier, il est vide. Donc, en fait, si je dépose un dossier vide, pour le principe. Ça peut être un dossier où vous en tant que gestionnaire de SIAD, on explique vouloir créer, du SAD. Ah, OK, je dis que je suis en train de gérer un SAD. C'est de Voilà, c'est en fait, la loi permet, cette hypothèse. Moi, je la trouve quand même très risquée et je la déconseille forcément. Après, dans certains cas de figure, nécessité fait loi, hein. Quand vous vous faites planter par votre SAD, à quelques semaines de déposer le dossier, malheureusement, des fois, c'est la seule solution qui reste. Après, il y a le partenariat conventionnel, mais qui a été vu comme une solution facile, c'est-à-dire je fais une petite convention avec un SAD que je connais à peine et puis on verra, ce qui se passe, dans les 5 ans. En réalité, ça, cette solution, c'en est pas une, puisque quand on voit, ce que les ARS et les départements exigent en termes de,
de dossiers, ne serait-ce que pour les partenariats conventionnels, on exige beaucoup. C'est-à-dire que il faut déjà les documents internes, partagés, il faut dans le dossier de demande d'autorisation expliquer vers quoi on va, c'est-à-dire à quel gestionnaire unique on a pensé, comment le groupe de travail va s'organiser selon quel rétroplanning. Donc en fait, très, très vite, cette solution, de conclure, sur un coin de table une convention en pensant être sauvé, bah, en fait non. Parce que même avec le partenariat conventionnel, il faut toiletter tous ces outils, internes, faut, produire, un organigramme, aux autorités administratives, faut montrer les choses ont été réfléchies, ce qui est assez logique puisque derrière c'est la pertinence du projet et la qualité du service aux personnes à concernées. OK, donc c'est nos 2 options, hormis avoir un et dossier et avoir trouvé le service avec qui on va pouvoir travailler, quoi. Oui, effectivement, il y a pas le choix et ça conduira certainement à des mariages, forcés, hein, ouais. Sur certains territoires d'ailleurs, les conseils départementaux sont assez, actifs, et on a, des partenaires SAD qui sont plus ou moins, présentés, voire mis en avant. Ça alors c'est pas sur tous les territoires, heureusement, c'est pas la majorité des cas, mais sur une zone bien, définie, en France que je ne citerai pas, Heu, on a, heu, on a des gestionnaires SIAD qui nous ont signalé qu'en fait, le département leur laissait pas toujours le choix du partenaire SAD. Alors, c'est jamais écrit, mais on va dire que ils sont fortement cités. Ouais, ouais, je comprends. Après, ce qui peut aussi être intéressant pour, on va dire, parce qu'à la fin, ça peut aussi bien se passer, donc c'est ça, après, c'est comment on force un peu le destin. Moi, je et en même temps, je me dis le blocage, le vrai truc qui est compliqué, c'est con, mais c'est de se dire: tu as 2 directeurs, tu les mets dans la même entité, bah, en fait, tu as un problème parce que du coup, c'est qui le directeur, quoi? Bah, mon associé au cabinet, il dit souvent que les questions de rapprochement, pour que ça marche, il faut gérer un la question du président et 2 la question du directeur et une fois que ces 2 questions, elles sont gérées, on a solidé une partie des problèmes. Oui, parce qu'après, du coup, on peut se poser sur le problème et c'est pareil avec, ouais, le conseil d'administration, qui va gérer, quoi? Après, je pense que sur la question des SAD, la position des conseils départementaux, elle est vraiment déterminante parce qu'on voit qu'ils peuvent être sur certains territoires en bonne intelligence, c'est-à-dire redéfinir le périmètre d'intervention de certains SAD pour permettre à certains petits SIAD, notamment des SIAD publics, de devenir SAD mixtes, où là, il y a vraiment, pour préserver, une intervention, public, une redéfinition du périmètre d'intervention des sages. Je pense à certains territoires de région parisienne où on a pu discuter avec certains des départements en bonne intelligence et sur d'autres territoires, on se heurte à un mur, avec, des autorisations SAD délivrées sur tel périmètre et on ne bougera pas d'un iota. Donc ça, c'est un peu plus, dommage. Après, il y a aussi énormément de gestionnaires de SAD. Donc les administrations n'ont pas envie de démultiplier les acteurs parce que plus vous avez d'acteurs, plus vous avez de budget à instruire, plus vous avez de CPOM à conclure à l'avenir, plus vous avez de procédures de contrôle à mener et en fait, il y a aussi une logique de faciliter le travail des autorités administratives en rationalisant le nombre d'acteurs. Moins vous avez d'acteurs, mais plus vous avez des gros, moins en termes de paperasse et de suivi administratif, vous avez d'enjeux. Ça, c'est intéressant parce que c'est pareil, c'est un peu le serpent de mer de se dire: «Est-ce qu'on veut pas que, par exemple, les EHPAD, les petits autonomes, en fait, ils disparaissent, ils soient intégrés à des groupes, des assos», bref. Est-ce que du coup, c'est pas ça qui se joue au niveau des SIAD? De se dire, en fait, tuer les petits. Il y a après ça peut avoir une certaine logique puisqu'il y avait des tout petits, services, qui fonctionnaient un peu de manière, isolée, certains économiquement, vivotaient, donc pourquoi pas? Mais le problème c'est qu'on ne peut pas raisonner uniquement en termes, heu, d'ingénierie administrative. Oui, bien sûr. Hem, OK. Hem, c'est
c'est pas évident quand même pour la plus petite structure et puis il y a là, on rentre vraiment dans une situation d'urgence. Vous alors du coup, comment si on a un problème, comment on vous sollicite? Est-ce qu'il est encore temps de vous appeler ou est-ce que là, avec, il reste, 4 mois après l'été, est-ce que c'est foutu? Non, c'est pas foutu, hein, on a certains, gestionnaires qui se réveillent. Heu, mais c'est pas foutu. Par contre, faut pas perdre de temps parce que, au-delà de la période où on trouve son partenaire, derrière, il y a quand même pas mal de boulot en termes de rédaction, d'actes. Faut rencontrer les gouvernances, faut que les gouvernances se rencontrent, échangent, faut que les équipes travaillent à la constitution du dossier, construire les outils ensemble. Donc, non, nous, on allège le travail en rédigeant un certain nombre d'actes, et d'outils, mais c'est vraiment quand même un rétro-planning assez, dense. Donc faut voilà, moi, une fois, un élu m'a dit: «Bah, c'est simple, hein, on envoie un mail à l'ARS pour dire qu'on veut faire un partenariat conventionnel avec un tel service». Je fais: «Ah non, non, ça se passe pas comme ça». Quand on voit la liste des pièces à fournir, c'est quand même, un dossier assez lourd et c'est surtout qu'il faut vraiment être au clair avec son partenaire pour a avancer efficacement. C'est souvent ça, en fait, dans la réforme. Les dossiers sur lesquels on a perdu du temps, c'est les dossiers où, en fait, les partenaires ont changé, les projets ont avorté en cours de route. Mais pour les autres, une fois qu'on a trouvé le bon partenaire, qu'on s'est mis d'accord, la rédaction des actes, ça va très vite. Non, mais c'est vraiment ça le sujet. Est-ce que, comment on fait pour trouver le bon partenaire? Parce que c'est un peu la problématique aussi, mais que c'est un sujet qui revient vraiment tout le temps, c'est que chacun travaille dans son coin. Et que parfois, en fait, on connaît pas trop qui est autour et du coup, aller vers du jour au lendemain et prendre contact et tout ça, c'est assez compliqué. Est-ce que vous avez vu la meilleure manière de faire ou un parce qu'en plus, le SAG, il est dans une position un peu d'attente, en se disant: «Moi, il se passe rien, je m'en fous» et le SIAD, c'est lui qui a besoin d'aller chercher, quoi, tu vois? Donc, Alors oui, il faut que là déjà, il faut que ça se passe bien, il faut avoir une bonne connaissance de son territoire, bien avoir identifié les gestionnaires et organiser des rencontres. Après, il y a des fois des idées un peu reçues, c'est-à-dire, le public va avoir peur de l'associatif parce que c'est des privés, alors qu'en réalité, sur le champ associatif, on peut avoir des services qui tournent bien avec, des vraies réflexions sur la qualité de la prise en charge, la bientraitance, enfin des fois, il y a un peu des idées un peu reçues et puis il faut que ça matche au niveau de la philosophie. C'est pas parce qu'on est, 2 CCAS ou 2 associations qu'on va travailler de la même manière. Donc il y a vraiment une philosophie de travail qui doit être partagée, pour que ça puisse, matcher et il faut que les gouvernances s'entendent. Et là, on n'est pas sur une question juridique, on est sur une question de personnes. ouais, c'est vraiment ça le sujet, quoi. OK. Du coup, si on a un plan ou si on n'a pas de plan et tout ça, comment on vous appelle? Au secours? Alors on s'adapte, hein, de toute façon, généralement quand on appelle un avocat, c'est généralement qu'il y a des soucis. Non, après, nous on essaye de prendre en main les choses en en formant les services, mais aussi en informant, la gouvernance. Ça, c'est vraiment notre première étape. Et ensuite, on accompagne sur les rencontres avec, bah, des partenaires projetés. Nous, on aime bien aussi qu'il y ait, les ARS et les départements qui, assez rapidement entrent dans la boucle pour faire une réunion, pour leur présenter le projet. Parce qu'il faut pas oublier qu'à la fin, c'est eux qui délivrent l'autorisation. Donc, on le voit bien sur certains territoires, le projet est accueilli avec, beaucoup, d'enthousiasme et puis, sur certains projets, on sent que, il y a une certaine raideur, au niveau de la desserte territoriale, au niveau du mode de gestion projeté. C'est pas ce qu'ils attendaient ou parce que, il y a déjà beaucoup d'acteurs ou voilà. On peut sentir une certaine raideur parfois, et puis des fois sur certaines zones territoriales, il y a des projets ultra pertinents qui pourraient voir le jour, mais juridiquement, c'est pas possible. Je pense notamment à des SAN qui pourraient intervenir sur 2 départements quand on est sur des zones, limitrophes, de 2 départements. Bah, aujourd'hui, c'est pas possible. Donc là, on voit bien encore que, il y a des il y a des bâtons dans les roues, qui sont mis à cause d'éléments juridiques, alors que sur le territoire, ça pourrait avoir une pertinence. Donc voilà, se rencontrer, rencontrer l'ARS, et puis ensuite, assez rapidement, établir un rétro-planning de travail, et ces séances de travail, c'est important, ça apprend à se connaître
quand on planche sur un projet de service ou sur un projet de DIPC, bah, finalement, on apprend à travailler ensemble et puis se projeter avec un organigramme, ça, c'est important, pour démarrer sereinement l'activité. Eh bien, bon, de toute façon, on peut vous solliciter par votre site internet. Oui, tout à fait. On a un site internet et on a un blog, où on fait beaucoup de veille juridique et on a fait 5 webinaires sur la réforme qui sont, accessibles sur notre chaîne YouTube. Donc c'est vrai pour quelqu'un qui a besoin de briefer sur les enjeux de la réforme, ça peut être, une formation accélérée. Accéléré, nickel. Eh ben, merci pour, toutes ces infos. C'était super intéressant, du CPOM au service autonomie. Et puis, bah, peut-être à bientôt pour voir la suite, voir en 2026, ce qui se passe vraiment. Oui, bah, merci à toi. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour m'aider à faire connaître le podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou notez-le et partagez-le sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour toute remarque ou proposition de sujet. Bonne journée et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.